Bonjour à tous, c'est Feldup et bienvenue dans cette partie finale de cette série de 3 vidéos sur l'iceberg des traumas de la génération Z. Cette vidéo est, je pense, la plus importante des 3 parties. On va quitter lentement la nostalgie et rentrer dans des sujets beaucoup plus sombres, beaucoup plus obscurs, moins connus du grand public, mais aussi parmi les choses les plus terrifiantes, les plus sanglantes que vous ayez pu voir. On va aller assez loin et ça va être finalement assez peu progressif. Vous allez voir que ça va à un moment très vite plonger, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va essayer d'analyser tout ça, essayer d'analyser comment les traumas, ce genre de traumas sont réalisés, quels sont les éléments récurrents qui viennent, et essayer de donner sens à tout ça. Sur ce, continuons notre iceberg. Il est temps d'aller en dessous. Blank Room Soup. Blank Room Soup est une vidéo creepy d'internet montrant un homme manger une soupe au milieu d'une pièce complètement vide. Celui-ci est observé par des mascottes étranges, noires et blanches, qui s'approchent de lui pour le consoler, alors que l'homme se met à pleurer de manière incontrôlée. L'origine de la vidéo, j'ai pu l'expliquer dans le findings numéro 10, donc je serai bref. Je vais quand même le redire parce que la vidéo, le findings numéro 10, où j'ai aussi parlé de Hi-Fi Fantastic, il a un peu vieilli. Il s'agirait soit d'une vidéo volée à un projet artistique nommé Ray Ray TV, ou alors juste une partie du projet artistique en question. Je vous laisse vous renseigner si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que la légende qui dit qu'il s'agit d'une vidéo du Deep Web, montrant un homme mangeant une soupe composée des restes de cadavres de sa femme qui a été tuée par les gens dans les costumes de mascotte, est complètement fausse. Là, on peut se mettre d'accord, cette théorie est fausse. Néanmoins, il s'agit d'une vidéo vraiment très creepy, dont j'adore l'esthétique, étant une de mes vidéos préférées de cette face un peu étrange des vidéos sur Internet. Who Wants to Know on Human Bones? Who Wants to Know on Human Bones est une vidéo postée le 27 septembre 2009 par la chaîne YouTube Treats for Beasts, qui est une chaîne compilant énormément de vidéos creepy, à l'esthétique certes un peu datée, même si pour les uploads récents il semblerait que ce soit tout à fait volontaire. Who Wants to Know on Human Bones peut se traduire qui veut ronger des os humains. La vidéo montre cet homme dans un costume très simple mais très étrange qui se balade dans un champ avec en arrière-plan une musique extrêmement répétitive où il semblerait qu'il y ait un sample d'une voix chantant Who Wants to Know on Human Bones en boucle de façon distordue. L'esthétique est vraiment étrange et c'est une vidéo qui pouvait apparaître très facilement dans les recommandés des gens regardant des vidéos creepy régulièrement. Pas plus d'explications sur celle-ci. Près des ruines, tu veux être mon ami. La chaîne Près des ruines est une chaîne sur Dailymotion très peu connue. Elle a été créée en 2009 et a posté des vidéos véritablement bizarres jusqu'à s'arrêter en 2011. Les vidéos ont fait vraiment très peu de vues, néanmoins une des vidéos de cette chaîne est plutôt connue. Elle a tourné à partir de simples réuploads ou de partages sur Facebook. Celle-ci s'intitule Tu veux être mon ami et a été postée le 27 février 2009 sur Dailymotion. La voici. Tu veux être mon ami? Tu veux être mon ami avec moi? Viens mon ami, tu veux être mon ami, tu veux être mon ami, tu veux être mon ami, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi, viens mon ami, viens jouer avec moi, tu veux jouer avec moi? La vidéo est étrange, vraiment très étrange et ne possède aucune explication à ce jour.
Beaucoup de gens sont tombés dessus quand Aube de la chaîne Pourquoi avoir peur l'a partagé sur sa chaîne le 26 septembre 2014. En me renseignant un peu et en trouvant le Tumblr de Près des Ruines, il semblerait que c'était un projet d'art contemporain qui n'est jamais vraiment arrivé à fruition. Le cochon danseur. Le cochon danseur est un film muet français datant de 1907 qui est resté plutôt inaperçu jusqu'à faire une résurgence en 2007, 100 ans pile après la création du short. Il montre un homme en costume de cochon danser avec une jeune fille. Celle-ci finit par l'embarrasser en lui enlevant les vêtements, mais il continue à danser nu jusqu'à partir dans cette porte derrière et revenir en robe. Il danse avec la fille, puis revient seul, et enfin le court-métrage se termine. Ou presque. Car en réalité, il reste 15 secondes au film. Les voici. Ce costume est juste horrible. Vraiment, je ne sais pas clairement si c'est les dents proéminentes, les yeux, les poils sur la tête, la langue ou un mélange de tout ça, mais le design est juste terrifiant du début à la fin. Le court-métrage, comme je vous ai dit, en 2007, a vécu une résurgence, tout le monde trouvant le costume absolument horrible. Et donc, énormément de mèmes ont été réalisés, utilisant cette image pour faire peur aux gens, ou alors pour faire des screamers. Depuis, l'image du cochon est ancrée dans la tête de beaucoup de gens. En 2021, le court-métrage a été ressorti en HD et la version en question est étonnamment un poil moins flippante. On voit mieux que c'est un costume de près, mais néanmoins, quel trauma. Happy Tree Friends, Tongue in Cheek. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a plus l'image de mon visage actuellement et que je parle en voix off, c'est bien parce que j'ai enregistré ceci après le tournage de la vidéo. En effet, j'ai rajouté plusieurs choses dans l'iceberg après le tournage et vous allez me voir en voix off plusieurs fois durant la vidéo. Et ce sera à chaque fois donc pour la même raison. Comme je vous l'avais dit, Happy Tree Friends est un dessin animé faisant semblant d'être un dessin animé tout public, mais qui est en réalité extrêmement gore et violent. J'avais regardé plusieurs épisodes dans ma jeunesse, mais je ne me souvenais pas à quel point c'était particulièrement gore. Je m'en suis rendu compte en re-regardant les épisodes après avoir fait la partie 1 et en tombant sur un épisode en particulier qui a causé une mini-controverse. Tongue in Cheek est connu comme le pire épisode d'Happy Tree Friends jamais réalisé. Le pire dans le sens le plus violent, le plus extrême et le plus traumatisant. Tongue in Cheek est issu de la version télévisée de Happy Tree Friends, sortie en 2006, dans l'épisode 11. L'épisode est un court-métrage montrant le personnage de Sniffles, un fourmilier, qui se fait terroriser par ses proies, c'est-à-dire donc des fourmis. C'est particulièrement la deuxième partie de l'épisode qui reste pour beaucoup dans les mémoires, et c'est à ce jour le seul épisode d'Happy Tree Friends pour lequel les créateurs ont avoué être allés trop loin. En effet, celui-là est vraiment violent et surtout, il est dur émotionnellement. On voit le personnage pleurer à chaudes larmes en même temps qu'il se fait torturer et c'est particulièrement difficile à regarder. Je vous déconseille d'aller le regarder, même moi ça m'a fait, un peu d'effet quoi. The Anguished Man. The Anguished Man est une peinture qui a été réalisée par un anonyme qui actuellement appartient à Sean Robinson, un homme américain tout à fait banal. La peinture est vraiment étrange. Elle montre un individu à la peau rouge presque plus humain et criant avec les yeux écarquillés. Sean Robinson l'aurait reçu de sa grand-mère, qui l'aurait gardé dans son grenier plus de 25 ans. Celle-ci disait à Sean Robinson que le peintre qui l'avait réalisé s'était suicidé quelque temps après l'avoir peint et avait utilisé son sang pour peindre la peinture. Elle pensait que le tableau était maudit. Elle voyait des apparitions, entendait des bruits de frappements, des chuchotements, voire des cris, et une étrange ombre qui la suivait. Quelque temps après avoir hérité de la peinture, Sean Robinson se mit à voir les mêmes choses, et sa famille également. Il crée alors en 2010 la chaîne YouTube Sean Robinson, qu'il a récemment renommée par le nom du tableau, et se met à filmer régulièrement le tableau là où il le stocke, pour prouver des phénomènes paranormaux se passant dans sa maison lorsqu'il n'est pas présent dans la pièce. Il postera une dizaine de vidéos sur le sujet. Il a été assez actif en 2011 avant de le devenir beaucoup moins et a posté environ une vidéo tous les 3-4 ans. La dernière update datant de 2017. Les vidéos sont étonnamment assez convaincantes. Personne n'a vraiment essayé de débunk ces vidéos, j'ai l'impression. Il semblerait que le truc soit possiblement legit, beaucoup citant le fait qu'il ne semble pas y avoir de motivation pécuniaire derrière ces vidéos, les vidéos ne semblant pas monétisées et le tableau n'étant pas à vendre. Ce serait alors, si c'est faux, juste un appel à l'attention. Personnellement, j'aime beaucoup le tableau et je ne suis pas sûr que tout soit vrai. Sur la chaîne de Sean Robinson, je pense qu'il y a des trucages
ou juste des choses explicables que l'on peut voir. Ces vidéos ont beaucoup tourné et m'ont personnellement fasciné quand j'étais plus jeune. J'adore The Englishman. Je ne pense pas que tout soit réel dans ce que Shane Robinson nous dit, mais il s'agit néanmoins d'un des premiers cas de possession hantée entièrement documenté sur YouTube de l'histoire. Username 666. Username 666 est une légende disant qu'il existerait un nom d'utilisateur du nom de 666 qui a été supprimé, qui sert en réalité de portail vers une version alternative de YouTube proche des enfers. L'idée serait que si on va sur l'URL de chaîne YouTube, youtube.com/user/666 et qu'on actualise la page encore et encore et encore, celle-ci commencerait à changer de plus en plus, jusqu'à devenir un terrifiant portail de vidéos gore et sanglantes. La page continuerait à contaminer l'ordinateur jusqu'à ce qu'il soit impossible de fermer la page, même avec le gestionnaire des tâches. La légende a pour origine la vidéo Username 666 qui a été postée sur la chaîne de Nana825763. Oui, la même personne qui a fait Cooking Idol, quand je vous avais dit que ce gars est important pour la culture du creepy sur internet. La vidéo de Username 666 atteignant aujourd'hui plus de 10 millions de vues. J'adore cette vidéo, je trouve qu'aujourd'hui encore, elle a encore de l'effet, bien qu'elle date de 2008. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il s'agit uniquement d'une légende, et le rituel ne donne jamais rien. Néanmoins, le username 666 a bel et bien existé. Il y a bel et bien eu un utilisateur qui a utilisé l'idée 666, et qui s'est fait très rapidement supprimer par YouTube pour non-respect du règlement. Et si username 666 est bel et bien une légende, personne ne sait réellement la raison de pourquoi ce compte a été sanctionné par YouTube. Animal Crossing Glitch. Dans Animal Crossing sur GameCube, vous pouvez réaliser un glitch d'une manière assez simple et qui étonnamment est assez reproduisible sans forcément le vouloir. Pour déclencher ce glitch, il faut aller voir le portier, lui dire qu'on veut partir faire un voyage en train vers la ville d'un autre joueur et il faut éteindre la console pendant que l'on est dans le train ou dans la ville de l'autre joueur. Quand vous allez réallumer la console, vous n'aurez plus d'objets dans votre inventaire, plus d'argent et votre visage sera remplacé par ça. Ce visage étrange est en fait le même visage que sur les gyroïdes. Ce sont des petites statues apparaissant dans le jeu qui sont basées sur les Aniwa, des statues utilisées pour des rites funéraires censés contenir l'âme des défunts. Mettre un truc aussi lié à la mort sur un visage, c'est clair, ça peut foutre les jetons. Mais est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est volontaire de la part de Nintendo? La raison pour laquelle ça arriverait est encore en débat. Certains pensent que c'est un easter egg qui essaierait de dissuader les joueurs de reset leur console sans sauvegarder, étant donné qu'il y a carrément un personnage dédié juste pour te gueuler dessus si tu le fais. Néanmoins, certains pensent qu'il s'agirait juste d'une corruption étrange du jeu, le visage étant utilisé comme placeholder. Un truc qui est sûr, c'est qu'on peut tomber dessus par erreur. Imaginez, je sais pas moi, que la console se reset sans que la personne ne s'y attende et qu'il se retrouve avec ça en relançant le jeu. Ce glitch a traumatisé beaucoup de gens, mais ce n'est pas la seule chose liée à Animal Crossing qui a traumatisé des enfants. En effet, toute la saga contient des trucs étranges, des easter eggs assez flippants, mais particulièrement, il faut parler de Animal Crossing New Leaf. C'est l'opus sur 3DS qui vous permettait, notamment avec un système sur internet, de partager au monde entier votre village. Et un des villages qui tournait le plus parmi les joueurs, c'était l'étrange village d'Aika. Un village sombre, à l'ambiance très lugubre, contenant de nombreuses références à des meurtres, des gens décédés et à des suicides. Il avait beaucoup tourné dans des vidéos creepy de l'époque et ça a également marqué beaucoup de joueurs très jeunes. Die Fantasy. Die est le pseudonyme de l'artiste français Juan Guilbon. Il est principalement connu pour un morceau de son premier album, le fameux Fantasy dont je vais vous parler à l'instant. Le morceau compte plus de 65 millions de vues sur YouTube, ce qui est assez colossal, et la raison pour laquelle Fantasy est devenu viral, c'est avant tout à cause de son clip, sorti en 2011 et réalisé par Jérémy Perrin. La vidéo commence avec 4 adolescents s'introduisant visiblement illégalement dans une piscine pour faire une soirée improvisée. C'est une piscine municipale et il est clairement la nuit. Parmi le groupe, un mec et une meuf plongent dans l'eau et commencent à se rapprocher d'une manière assez sexuelle, tandis qu'un gars et une fille sont au bord de la piscine en train de les observer. Le gars au bord de la piscine commence à faire des approches à la fille qui la met extrêmement mal à l'aise. Elle se lève donc d'un coup et saute tout habillée dans la piscine. Elle y reste quelques temps puis remonte paniquée à la surface quand elle sent une étrange sensation au niveau de son vagin. Elle remonte terrifiée, le gars s'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas, puis elle se retourne terrifiée par une image horrible.
Et là, je vais m'arrêter, parce que c'est une vidéo en réalité qui contient beaucoup de body horror et de gore. Il s'agit clairement d'un clip qui parle de la place de la sexualité dans la vie d'un adolescent, et j'ai pas envie d'aller plus en détail sur l'histoire du truc, parce que ça va assez en détail. Vous pouvez aller regarder vous-même. Mais j'ai pu remarquer une chose, ça a trauma énormément de gens. Et même des gens qui, à l'époque où c'était réalisé, étaient déjà majeurs. Des gens de la génération Y ou X. Elle a un effet viscéral sur les gens, cette vidéo. Moi, personnellement, elle ne m'avait pas tant marqué que ça quand je l'ai vue, mais j'étais déjà, entre guillemets, assez vieux. Mais j'ai été surpris du nombre de gens français qui me l'ont partagé quand j'ai demandé sur Twitter de partager ces traumas. Adventures of Mark Twain. Celui-là, je vais être court, car mis à part le fait que 2-3 personnes me l'aient envoyé, il m'a l'air d'être clairement plus un trauma partagé par les Américains que par les Français, le film ayant été très peu partagé aux Français. Les aventures de Mark Twain ou Adventures of Mark Twain est un film américain animé en stop motion datant de 1985. Celui-ci est passé assez inaperçu, faisant un peu plus de la moitié de son budget en retour, donc ne faisant aucun bénéfice, mais il a néanmoins eu une résurgence durant ces quelques dernières années à cause d'une scène dans le film. La scène montre ce personnage, au design véritablement terrifiant. Il se présente comme un ange, on lui demande quel est son nom et il répond Satan. D'abord, il fait pousser plein de plantes avant de donner à manger aux personnages principaux. Il crée ensuite des petits personnages en argile, puis Satan leur donne vie. Ces personnages en argile se mettent à se battre pour une vache, alors Satan les écrase et les transforme en cercueils. Puis enfin, Satan détruit ce monde et d'une manière juste terrifiante. Genre même en tant qu'adulte, je trouve ça creepy et malsain. Voilà, un bon trauma, et le clip a refait surface sur internet comme une des scènes les plus terrifiantes qui a été faite pour des enfants à la base. Blue Cat Blues. Blue Cat Blues est un court-métrage d'animation de la Hanna-Barbera qui fait partie de la très célèbre série Tom et Jerry. Celui-ci est un peu considéré comme une sorte d'anomalie dans l'histoire de Tom et Jerry, étant donné qu'il dénote complètement de l'ambiance de la quasi-totalité des autres épisodes. L'épisode commence par Tom, assis sur des rails de train avec un regard dépressif. Jerry, lui, le regarde et commence à faire un flashback de ce qui est arrivé à Tom. Tom serait tombé amoureux d'un chat blanc qui se serait ensuite tourné vers une personne plus riche au milieu de leur relation. La personne plus riche en question faisait tout mieux que Tom, et tous les efforts de Tom l'ont amené dans une grosse dépression, où il fait notamment une tentative de suicide. Jerry se moque de lui depuis son pont et finit par voir passer en voiture sa copine avec une autre personne. Il rejoint Jerry sur les rails et attend paisiblement la mort. Bordel, qu'est-ce que ça fout là? Passons sur la morale et la manière de dépicter les personnages, parce que c'est pas fou. Je sais que parfois Tom et Jerry pouvaient devenir un peu dark, mais c'était toujours dans un esprit bon enfant. Mais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une légende ou une creepypasta, c'est un vrai court-métrage. Et même si à l'époque ça pouvait devenir dark et cruel, là c'est un autre level. Le court-métrage a été mal reçu, mais ça n'a pas empêché pas mal d'enfants de le voir quand ils étaient très jeunes. GTA San Andreas. Ok, c'est peut-être très étrange de mettre ça ici. Et ça va être aussi étrange pour le prochain passage de l'iceberg. Mais écoutez-moi bien, il y a des tonnes de gens qui ont été traumas par des légendes et des mystères du jeu GTA San Andreas. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, et c'est le cas pour beaucoup de jeux open world de l'époque, ils pouvaient avoir un sentiment de vide et de solitude extrême. Et même si GTA San Andreas était pas vraiment comme ça, dès que tu sortais un peu des sentiers battus et que tu allais dans la nature du jeu, ça pouvait être assez bizarre. Le sentiment de solitude était exacerbé particulièrement quand la nuit tombait dans le jeu. Mais c'est surtout toutes les rumeurs et mystères qui tournaient à l'époque qui m'ont et qui vous ont marqué. D'abord, il y a le très célèbre Bigfoot, avec des tonnes de rumeurs sur sa présence dans le jeu et des tonnes de vidéos fake qui aujourd'hui me font quelque chose en les regardant. Ça me fait du bien, quoi. Ça foutait les jetons à l'époque, l'idée de pouvoir le croiser, mais aussi l'idée de devoir le chercher, il y avait un frisson. Il y a également des rumeurs à propos d'OVNI, avec notamment une maison sur la map, avec ce faux OVNI devant la porte. En entrant dedans, on trouve des photos de soucoupes volantes et une étrange carte de la map du jeu avec des points blancs à des endroits très précis, notamment près des zones militaires du jeu, dont la zone 69, inspirée par la zone 51. Personne n'a réussi à avoir de vrais UFO dans le jeu, clairement. Pourtant, il y a plein de gens qui disaient qu'ils voyaient des points blancs étranges dans le ciel. Que des rumeurs, mais putain, qu'est-ce que je passais des soirées entières à aller chercher ces points blancs dans le ciel. Il y avait également sur la map des soi-disant taches de sang sur le sol et sur les murs des cabanes de chasseurs, notamment une cabane du nom de Shady Cabin, qui est à côté du mont Chiliad, qui est pour moi l'endroit le plus flippant du jeu, une sorte de gigantesque montagne où il n'y a jamais personne à côté.
Il y avait une vibe très négative derrière, très flippante et solitaire, avec notamment une rumeur concernant un étrange serial killer habitant à Shady Cabin. Il y avait aussi des voitures fantômes qui se déplaçaient sans conducteur, des théories concernant l'apparition du fantôme de la mère du personnage principal. Bref, le jeu est couvert de légendes qui ont énormément alimenté mon imaginaire quand j'étais enfant et qui m'ont laissé réveiller pendant la plupart de la nuit. Peut-être aussi que j'aurais pas dû jouer à ce jeu autant quand j'étais encore en primaire. Mario 64 et la peur. Et là, c'est dans la même veine que le précédent, mais là, c'est beaucoup plus abstrait. Je suis pas le seul, visiblement d'ailleurs, parce que c'est ça qui a lancé la mode des icebergs. Hein. C'est une image d'un iceberg sur le jeu Mario 64 qui a tourné, mais énormément de gens ont une vibe très négative et très flippante avec Mario 64. Comme je vous avais dit, il y a ce sentiment de solitude exacerbé dans les jeux un peu à monde ouvert du début de la 3D. Et elle est vraiment présente dans Mario 64, d'une manière qui a énormément touché les joueurs. Petit, j'étais très mal à l'aise en y jouant par moments, particulièrement dans le jardin du château et surtout dans le monde le plus flippant du jeu, la maison hantée. L'atmosphère est vraiment pesante, la musique pareil, et deux choses ont particulièrement marqué les joueurs. D'abord, ces livres. Je ne pouvais pas toucher ma DS quand il y avait ces livres, il fallait que ce soit mon frère ou quelqu'un d'autre qui joue à ma place. Ça me terrifiait. Puis ensuite, et là c'est le cas pour beaucoup plus de gens, le piano. Mario 64 a au cours du temps assemblé énormément de légendes creepy, et notamment des légendes comme le fait que Luigi ou Wario seraient jouables sur la version N64, ou encore que toutes les copies du jeu seraient différentes, justifiant donc un feeling différent lorsqu'on joue à la partie de quelqu'un d'autre, et c'est assez étrange pour un jeu de ce type. Beautiful Organs. Beautiful Organs est une rumeur concernant une étrange émission de télévision française qui se jouait sur Nickelodeon autour des 2 ou 3 heures du matin. Celle-ci a été diffusée seulement pendant 1 mois et il s'agirait d'une émission extrêmement gore et dégoûtante, sans le moindre fil rouge où des êtres humanoïdes mangent des organes de toutes sortes. L'émission continuerait à apparaître sur d'autres chaînes de télévision par des images subliminales et l'auteur serait une personne qui se serait suicidée. Bon, la creepypasta est assez mal écrite. Et les images qui l'illustrent sont par contre extrêmement creepy et sont des œuvres d'art qui n'ont rien à voir avec quelconque émission. Mais je ne peux pas vous les montrer étant donné que c'est du body horror et que c'est particulièrement graphique. Vidéo de statues qui bougent. Alors là c'est un truc bizarre. Je vais boire de l'eau. C'est un truc bizarre, mais les vidéos de statues qui bougent, les vidéos genre paranormales, où des gens voient que des statues bougent au hasard, c'est un sous-genre du paranormal ultra démocratisé qui a terrifié tellement de gens. Évidemment, toutes ces vidéos sont fake ou alors d'étranges coïncidences, mais il y a cette théorie selon laquelle des statues bougeraient. Souvent, parfois, en face de nous et que ce seraient des manifestations fantomatiques. Et c'est le fait que c'est un sous-genre entier des vidéos paranormales et qu'il y a carrément des tops consacrés entièrement à ça et des sortes de communautés autour de statues qui bougent, ça m'a surpris. Et je me devais de le mettre, surtout que personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'enfants tout simplement, l'idée d'hallucination avec des objets qui bougent ou qui parlent, c'est un truc qui me terrifie, viscéralement. Chapi Chapeau, l'épisode Corrida. Ok, celui-là il est anecdotique de ouf. Si Chapi Chapeau était une émission plutôt sans problème, hein, une émission pour très jeunes enfants créée en 1974 en stop motion, on a déjà dit que le stop motion pouvait paraître creepy, mais en réalité il n'y avait aucun problème avec Chapi Chapeau, hein, clairement. Donc du coup on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Puis ensuite, j'ai parlé un peu avec Becca. Vous avez pu voir notamment dans des streams. Je lui parlais de la création de l'épisode et elle m'a mentionné assez rapidement un épisode de Chapi Chapeau sur la corrida qui apparemment serait assez graphique. Puis j'ai regardé les diffusions de Chapi Chapeau, tous les épisodes, et il y a bel et bien un épisode qui s'appelle La Corrida. Et je n'ai pas réussi à le retrouver sur internet. Rebecca l'a en VHS, mais je n'arrive pas à trouver tout simplement les épisodes de Chapi Chapeau sur internet, en vidéo. Je ne sais pas si c'est par manque d'intérêt de certaines personnes ou si juste ils sont introuvables, mais je n'ai pas réussi à trouver ces dessins animés. Donc du coup, je n'ai pas pu voir l'épisode de La Corrida de Chapi Chapeau, mais je le mentionne quand même déjà pour que ce soit un call to arms pour que les gens aillent le regarder et pour essayer de voir ensuite si ça a pu traumatiser d'autres personnes et si c'était aussi graphique que ce que Rebecca a pu me dire. C'est pas un loss média hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont en VHS, mais impossible de le trouver. Donc, étrange. Absolu flash.
Absolu Flash est un très vieux site compilant des jeux Flash qui a été créé en 2003 et qui a fermé en 2013. Celui-ci dénotait d'autres sites du même type, comme par exemple, je sais pas moi, Miniclip, jeux.fr. La différence avec les autres sites, c'était qu'il proposait une série visiblement assez limitée de jeux et que celui-ci s'autorisait des écarts assez particuliers. Il y avait plusieurs catégories qui ont pas mal perturbé certaines personnes. Celle qui est notable, mais qui a quand même parmi celles que je vais citer le moins impacté les gens, c'est la catégorie crade. Et ensuite, il y a dans l'ordre sexe, peur et gore. Sexe, en gros, c'était des animations flash ou des jeux flash de sexe. Mais ensuite, il y a la catégorie peur, dont je vais parler à la fin. Elle n'a pas forcément touché beaucoup de gens, mais moi, c'était un de mes premiers gros traumas liés à Internet. Et la section gore, avec notamment, je sais pas moi, des jeux. J'ai pas pu trouver beaucoup d'archives, parce que malheureusement, il existe que des screenshots ou alors la Wayback Machine, mais malheureusement, du coup, c'est des jeux Flash et Flash, c'est terminé, voilà. Donc, on a perdu beaucoup de jeux d'Absolu Flash. Mais concrètement, il y aurait notamment ce jeu avec un gars avec tête de squelette qui se balade avec une tronçonneuse et plein d'autres jeux qui sont des assez grandes boucheries. Mais pour ce qu'il s'agit de la section peur, il s'agit en réalité que de jeux faits pour piéger vos potes. Ce sont des jeux qui prennent la forme de concepts simples qui vous demandent de vous focaliser sur ce que vous voyez et qui ensuite mettent au pif un screamer. Moi, j'ai cliqué dessus en comprenant pas pourquoi il y avait un truc où est Charlie. J'ai donc cherché Charlie et je me suis fait avoir par un screamer qui m'a terrorisé. Je me suis interdit d'utiliser Internet pendant un mois. Tellement ça m'avait touché, j'étais terrifié. Aujourd'hui j'en rigole, mais il s'agit bel et bien d'une section ou de toute une partie des jeux Flash qui a terrorisé beaucoup de gens. Voilà, on a terminé les dessous de l'iceberg. Et là on s'apprête à plonger assez profond avec des trucs encore plus obscurs, encore plus bizarres et surtout beaucoup plus flippants. Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue dans les abysses. (11BX 1371). Début 2015, John Eric Krabichler poste sur son blog de technologie Gadget ZZ qu'il a reçu un DVD sur lequel étaient inscrits des étranges choses avec un menu plutôt flippant qui menait à une vidéo. Voici la vidéo. Une étrange vidéo en noir et blanc, avec un audio distordu, d'un homme dans un masque de médecin de la peste, et elle semblait contenir de nombreux codes étranges. Cette vidéo a été décortiquée par les internautes. D'abord, encryptée dans la vidéo elle-même, dans son audio, il y avait des images cachées dans des spectrogrammes, un moyen de cacher des images dans du son. Il y avait des images assez gore, mais également des images religieuses et visiblement satanistes. Et il y avait également des messages cryptiques sectaires, divinatoires et contre le gouvernement qui flashaient de manière codée durant l'intégralité de la vidéo. Et en général, toute l'atmosphère autour de 11BX 1371 était très lugubre. D'un coup, c'est devenu un phénomène, déstabilisant énormément de gens. Quelque temps après, un certain Parker Wright crée un compte Twitter après que l'enthousiasme ait commencé à diminuer. Il expliqua dessus qu'il était le créateur. Au fur et à mesure du temps, les gens se mirent à le croire alors qu'il posta une deuxième vidéo du nom de 11B3 1369. Il y a même une troisième vidéo qui a été réalisée en 2019 pour le projet 11BX 1371. Celle-ci est passée un peu inaperçue, étant donné que la hype est depuis longtemps perdue. D'autres sont toujours intéressés par le mystère, mais il est clair que celui-ci a perdu son premier souffle. Néanmoins, Parker Wright a réussi son projet artistique, puisqu'il s'est inscrit dans l'histoire de l'horreur d'Internet, ayant terrifié de nombreux internautes avec son mystère. Dolphin Muzzle. Dolphin Muzzle est une vidéo qui a été postée sur une chaîne YouTube en 2007, très simple.
Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qui est flippant dans cette vidéo? Je suis extrêmement mal à l'aise face à cette vision et beaucoup de gens l'ont été. La vidéo a circulé de plusieurs manières différentes, allant de la simple propagation de la vidéo originale à des gifs et autres images. La vidéo a pour origine la compagnie North Fur FX, une société créant des costumes d'animaux anthropomorphiques, probablement pour des furries si j'ai bien compris. Je crois qu'ils sont toujours ouverts et vous pouvez aussi vous procurer un dolphin muzzle pour terrifier les gens autour de vous, visiblement. Michael Jackson est vivant. Beaucoup ont entendu parler de cette théorie du complot et c'est à ce jour, je pense, ma théorie du complot préférée de tous les temps. Beaucoup de gens en ont entendu parler dans le 5 théories sur Michael Jackson de Didi Chandouidoui, une vidéo sympa bien qu'elle ait un tout petit peu vieilli, je trouve, notamment dans son humour. Elle a une atmosphère vraiment terrifiante et tellement d'arguments, certes parfois très fallacieux et déformant un peu la réalité. Je vous invite donc à aller voir la vidéo de Didi Chandouidoui pour avoir des détails, mais voici une liste d'arguments pour vous expliquer l'origine et la fonction de cette théorie. Le 25 juin 2009, Michael Jackson décède et sa mort est extrêmement médiatisé. Le jour de sa mort, certains trouvaient qu'il y avait des choses assez incohérentes. L'ambulance qui amenait Michael Jackson faisait des manœuvres assez inutiles et passait par les endroits qui avaient le plus de paparazzi, probablement pour favoriser la médiatisation de cet événement. Également, le médecin de Michael Jackson avait l'air plutôt confiant, tellement confiant qu'il lui fit un massage cardiaque sur un sol mou, alors que ça se pratique sur un sol dur. Ensuite, les images de Michael Jackson sur le brancard dans l'ambulance avaient l'air pour certains modifiées et rappelaient la rumeur qu'avait lancée Michael Jackson lui-même, selon laquelle il dormait dans des caissons à oxygène. Certains ont lié ces erreurs et ces incohérences au fait que Michael Jackson avait dit plusieurs fois en interview qu'il voulait faire un grand film. Un film qui révolutionnerait le cinéma, un film qui irait encore plus loin et qui redéfinirait l'intégralité de l'art autour du cinéma. Les rumeurs grandissèrent encore plus quand certains fans ayant commandé des tickets pour sa tournée Is This It, sa dernière tournée, ont reçu une carte d'excuses avec un remboursement, avec notamment des séries de photographies, dont une où Michael Jackson est derrière une caméra. Certains pensent donc que la mort de MJ est le début de ce film et qu'il expliquerait comment il aurait mis en scène l'intégralité de sa mort. D'autres théories continuent en pointant des incohérences dans son enterrement, quand certaines personnalités donnaient des lapsus étranges comme des « il ne tarde que tu reviennes » ou des incohérences de temps. Il y avait également des gens qui pensaient que Michael Jackson était dans l'audience en train d'observer son propre enterrement. L'enterrement s'est fait avec une tombe fermée, alors qu'aux États-Unis, quand il y a un enterrement, on laisse la tombe ouverte pendant l'intégralité de la cérémonie. Mais aussi, beaucoup ont pointé un personnage qui a trauma des tonnes de gens. Dave. Dave, c'est ce type. Il a été très défiguré par un incendie et a côtoyé Michael Jackson durant sa vie. Voilà Dave qui parle. I was not in the hospital at the time. I was in interim back and forth from surgery. Ça ressemble quand même pas mal à la voix de MJ. De plus, et malheureusement, et je sais que c'est pas ouf de dire ça, mais les déformations physiques ont tendance à pas mal trauma des enfants. Et malheureusement, les déformations physiques causées par l'incendie de Dave ont pu faire peur à des enfants. Je suis désolé de dire ça et c'est un peu cruel, mais malheureusement c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de pointer. C'est une des théories du complot les plus connues de l'histoire et ça m'a, moi, personnellement, beaucoup touché. Le Green Man Tunnel. Raymond Robinson est né en 1910 et est mort en 1985. Il a subi un grave accident à 8 ans en se faisant électriser. Il survécut mais perdu ses yeux, son nez et son bras droit. Durant sa vie, pour éviter de faire peur aux gens, et ça c'est super triste, il ne se baladait pas pendant le jour, mais il se baladait pendant la nuit, toujours sur la même route, la route 351 de son état, la Pennsylvanie. Certains venaient le voir pendant ses balades, que ce soit avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Malgré le harcèlement et tout ça, il continua ses balades la nuit, peu importe ce que disaient les gens. À sa mort, il était devenu une véritable légende, avec énormément de rumeurs, notamment concernant sa peau, qui aurait été verdâtre durant sa vie à cause des accidents qu'il a vécus. De nombreuses théories tournent autour d'un tunnel sur la route qu'il empruntait, aujourd'hui appelé le Green Man Tunnel. Des témoignages d'apparitions fantomatiques à l'intérieur font rage aujourd'hui, et la légende s'est exportée en France quand des youtubeurs français ont commencé à en parler. L'image du pauvre Raymond Johnson défiguré est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens de ma génération. Triste souvenir de pourquoi il se baladait la nuit à la base, le rejet de ses déformations. K4ia. K4ia est une chaîne extrêmement obscure qui n'a eu que très peu de vues, je crois, durant sa création, mais qui a eu 2-3 vidéos qui ont atteint les dizaines de milliers ou centaines de milliers. On peut pas savoir, étant donné que cette chaîne a été supprimée. Cette chaîne faisait des mini-dessins animés sur Paint, mettant en scène des personnages de dessins animés et de jeux vidéo célèbres, faisant des choses fétichistes. Je ne mettrai pas vraiment trop d'images, parce que même si rien de sanglant ni de choses impliquant quelconque nudité,
les trucs comme l'inflation, tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas du contenu pour moi, et je pense pas que des enfants devraient être exposés à ça. Parce que oui, évidemment, les enfants vont cliquer sur ça, ils voient des personnages qu'ils apprécient. Il y a une atmosphère malsaine derrière ces vidéos, il existe beaucoup de réuploads, et ça a choqué de nombreuses personnes. Bonne nuit, point mid. Alors si je mets cette creepypasta ici, c'est déjà parce que c'est une creepypasta française qui est très obscure, mais elle est pas folle, hein, on va pas se le cacher, la creepypasta est pas folle. Mais c'est uniquement pour faire une petite pause, parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir de pire en pire. C'est une creepypasta très peu connue qui parle du programme Bonne nuit les petits, apparemment d'un fichier mythe du générique de l'émission, qui si il est joué pourrait faire tomber de nombreuses personnes dans la folie. La creepypasta est cliché et ridicule, mais c'est son côté très caché et perdu qui, moi, m'intéresse. Voilà. Accrochez-vous parce qu'à partir de maintenant, il va plus y avoir de checkpoint. Meet Sleep. Meet Sleep, ou également connu sous le nom de juste Meet, c'est le nom d'une chaîne YouTube. La première vidéo de Meet Sleep a été postée le 4 avril 2014. Il s'agit également de sa vidéo la plus connue et elle s'appelle Ingrate, écrit comme ça. You live here. I let you live here. I gave you a home. I gave you a secret place. Just for you. A place to clean your disgusting body. You are ungrateful. You live here. Elle montre une cave filmée d'une manière erratique. Cette cave est extrêmement insalubre, tandis qu'en arrière-plan, une voix dit une série de phrases sur un fond de musique assez terrifiant. Ces phrases s'adressent à quelqu'un, de non nommé, à la deuxième personne. La personne qui crée la vidéo aurait enfermé une personne innocente dans cette cave en lui disant qu'elle serait ingrate de s'être plainte des conditions de celle-ci. Son maître lui ayant donné à manger, à boire, et de quoi, je cite, nettoyer son corps dégoûtant. Clairement, la mise en scène est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun consentement dans tout ça, et toute la chaîne de Meet Sleep semble indiquer que celui qui la posséderait serait un tueur cannibale, qui communiquerait sur YouTube à l'aide de messages cryptés. La chaîne Meet Sleep a troublé énormément de gens, mais surtout la chaîne a été supprimée entièrement en 2016. La raison ? Des gens commençaient à croire que des vrais crimes étaient commis par les créateurs de la série, forçant des créateurs à tout supprimer et à sortir une vidéo explicative expliquant qu'il s'agissait d'un projet artistique sur YouTube où des gens créaient une histoire à partir de spéculations et de théories de viewers. C'est un ARG qui est allé trop loin à cause de la viewer base et notamment à cause du board X de 4chan qui a commencé à vraiment harceler des membres de l'équipe qui faisait Meet Sleep, allant au point d'être appelé une véritable campagne de harcèlement. C'est triste, mais c'est le prix à payer lorsqu'on réalise un ARG basé sur littéralement un tueur en série. Elisa Lam. L'affaire Elisa Lam, ou aussi appelée l'affaire du Cecil Hotel, est une des affaires mystérieuses les plus connues et les plus médiatisées de son temps, particulièrement sur YouTube. Il concerne une jeune femme nommée Elisa Lam, qui a été portée disparue le 31 janvier 2013. Les recherches ont commencé le lendemain, et notamment durant les recherches, la police a trouvé quelque chose d'étrange dans les caméras de surveillance du Cecil Hotel, dernier endroit où elle avait été vue. Il s'agit d'une vidéo de caméra de surveillance montrant les derniers enregistrements connus de sa vie. Dans celle-ci, on voit Elisa Lam dans l'ascenseur regarder de manière insistante dans le couloir. Les portes de l'ascenseur ne se ferment pas, peu importe à quel point on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle finit par quitter le champ de la caméra, visiblement paniquée. Quelque temps après qu'elle soit partie, la porte se ferme enfin. Dans les semaines suivantes, beaucoup de gens au Cecil Hotel commencèrent à se plaindre de l'eau de l'hôtel. L'eau courante avait parfois une couleur opaque et même à certains moments, elle était d'une couleur sombre. La police alla donc chercher dans les réservoirs d'eau de l'hôtel, trouvant ainsi le 19 février le cadavre d'Elisa Lam dans le château d'eau. Personne ne sait ce qui est arrivé à Elisa Lam. La théorie principale serait qu'elle aurait eu un épisode psychotique dû à son syndrome bipolaire et qu'elle se serait donc noyée par accident. Mais c'est quand même un phénomène très étrange qui a été très médiatisé et cette vidéo de l'ascenseur est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens. Deep YouTube. Si on se balade suffisamment sur YouTube, on tombe sur des vidéos vraiment flippantes, et ça vous le savez. Mais plus on creuse profond, plus on a de chances de tomber sur des trucs vraiment particuliers. Il existe notamment des mots-clés qui, s'ils sont cherchés dans la barre de recherche de YouTube, vous donnent des résultats absolument terrifiants. Un mot-clé qu'on peut chercher et que je ne donnerai pas peut vous amener à des tonnes de vidéos excessivement gore. Également, si vous mettez point dans la barre de recherche et que vous cliquez sur un des termes en arabe, on tombe sur des tonnes de vidéos de mèmes étranges et des vidéos très creepy. Ce genre de truc, quoi.
Bref, c'est le YouTube des tréfonds sur lequel on peut parfois s'aventurer, composé de vidéos très courtes, parfois très sanglantes et très flippantes. On la rejoint parfois sans s'en rendre compte, et le moment où on s'en rend compte, c'est déjà trop tard. Les images sont déjà gravées. Ao Oni. Ao Oni signifie littéralement démon bleu, et c'est un jeu vidéo d'horreur créé sur RPG Maker. Celui-ci combine horreur avec des éléments de RPG et de puzzle. Dans ce jeu, vous jouez Hiroshi, un jeune adolescent se rendant dans un manoir hanté avec ses amis pour se faire des frayeurs. Il s'y retrouve bloqué et pourchassé par un étrange démon bleu. Vous devez donc essayer de vous enfuir en sauvant un maximum de vos amis. Le jeu a été plutôt bien reçu par la critique et a surtout reçu une fanbase dévouée à cette franchise qui l'adore. Le jeu avec peu arrive à être plutôt creepy, particulièrement avec le design de son ennemi principal, le Oni. Cette image est le cauchemar de tellement de gens, qu'ils aient joué au jeu ou non. Également, lorsqu'il se met à vous pourchasser, un son apparaît en arrière-plan. Elsa Gate. En 2017, un scandale du nom de Elsa Gate fait rage. L'Elsa Gate concernait le contenu pour jeunes enfants sur YouTube. Le contenu pour les très jeunes enfants de YouTube est une poubelle. Ça l'est encore et c'était surtout le cas avant 2017, quand la controverse a commencé à exploser. L'idée est que les enfants sont une source de revenus extrêmement importante sur YouTube, du moins avant que la loi COPPA vienne changer ça. Ils regardent les vidéos en boucle et se font guider par les recommandations en cliquant sur toutes les vidéos possibles. Ces vidéos vont utiliser des abus d'utilisation de tags pour être le plus facilement référencés et apparaître dans les recommandés, les enfants cliquant sur à peu près n'importe quoi sur l'iPad de leurs parents, quoi. Le contenu est vapide et inutile, parfois même généré par des IA, mais surtout il y a une face sombre à l'Elsa Gate. Des vidéos avec du contenu assez sordide, sexuellement implicite ou explicite, des fétichismes étranges, des obsessions avec les déjections humaines, les seringues, et également parfois du gore. La théorie voudrait que ces vidéos soient en réalité faites par des prédateurs, dont l'objectif est de corrompre une partie de la très jeune jeunesse et de les conditionner à trouver certains comportements sexuellement explicites bons, pour rendre l'acte de grooming plus facile. Ça a été prouvé quand le youtubeur Mamamax fit une recherche dans une chaîne du nom de Channel Incorporated, une chaîne utilisée par des pédophiles pour rencontrer des enfants à l'aide de faux comptes de youtubeurs célèbres. Bref, l'Elsa Gate est pour le coup très sérieux. C'est véritablement la possible montée de traumatisme majeur d'enfants conditionnés à trouver normal des actes sexuels entre majeurs et mineurs, et c'est très grave. Là pour le coup on rentre dans des trucs vraiment sérieux parce que ça risque d'être vraiment une forme de traumatisme pour beaucoup de gens nés entre 2010 et 2015. C'est triste. L'exorcisme de Anneliese Michel. Anneliese Michel est une jeune femme allemande née en 1952 et morte à 23 ans en 1976. Pourquoi est-elle morte si vite ? Eh bien parce que l'histoire d'Anneliese Michel est horrible. Il s'agissait à la base d'une femme très croyante, avant qu'en 1968, elle commence à ne plus contrôler son corps et à avoir des crises d'épilepsie, et qu'elle commence également à avoir des visions de démons, notamment quand elle priait. Son état s'aggrave jusqu'à ce qu'en 1973, un premier exorcisme commence à être pratiqué sur Anneliese. Jusqu'à sa mort, elle sera exorcisée plus de 67 fois. La légende dirait qu'on l'entendait hurler toute la journée, qu'elle brisait tous les symboles religieux possibles, alors complètement consumée par la possession. Certains de ces exorcismes ont d'ailleurs été enregistrés en audio. En voici quelques extraits. L'histoire d'Anneliese Michel est assez tragique et vraiment triste pour le coup. Et pour moi, il s'agit clairement de quelqu'un qui avait besoin d'aide psychiatrique illico et qui n'en a jamais eu. Et qui a donc souffert des dégradations de son cerveau en rentrant dans un délire autour de la religion. Le mystère des internets d'Antoine Daniel. Tout commence le 9 janvier 2013 quand Antoine Daniel sort le nouvel épisode de What the Cut qui paraît normal en surface, qui en réalité cache le début d'un mystère qui va durer quelques années. En effet, pendant la vidéo, on peut voir à un moment la lettre M apparaître, avec en dessous écrit 1 sur 13. Dans les 12 vidéos qui suivront, il y aura à chaque fois une lettre qui apparaît avec le numéro qui lentement augmente. Il savait qu'elles devaient être là, il savait qu'elles apparaissaient. En effet, à chaque fois qu'elles apparaissaient, il avait les yeux dirigés
vers la lettre. Ces lettres ont amené à un gigantesque jeu de pistes impliquant plusieurs chaînes. Jeu de pistes qui avait une atmosphère étrange et envoûtante à l'époque, étant une des premières fois qu'un youtubeur majeur réalisait un projet de ce type. Il y avait par exemple l'énigmatique fin du What the Cut 28, avec cette atmosphère étrange. Il y avait aussi la chaîne de Stingray Transmission, avec cette vidéo ultra stressante. L'atmosphère très mystérieuse derrière tout ça, et le fait qu'encore aujourd'hui, alors que l'énigme semble s'être définitivement arrêtée, personne ne sait où il voulait en venir avec ce projet. Et franchement, je pense qu'on ne le saura jamais. 1999. 1999 est une creepypasta datant de 2009 racontant l'histoire d'Elliot. Un enfant qui eut sa propre télévision après avoir saoulé son père pour en avoir une étant donné que son père voulait regarder les news pendant que lui voulait regarder Pokémon, et qui regarda donc une sélection limitée de chaînes, dont l'étrange chaîne Caledon Local 21, une chaîne locale qui apparemment diffuserait ses enregistrements depuis la petite ville de Caledon, dans l'Ontario. Il y avait plusieurs émissions étranges sur cette chaîne de télé locale, notamment une émission du nom de La cave de Monsieur Ours, qui est la plus iconique, qui montrait un homme dans un costume d'ours invitant dans chaque épisode un enfant dans sa cave. Notamment, il y aurait eu un épisode où un enfant invité aurait dit à Monsieur Ours qu'il devait partir car il se faisait trop tard et que ses parents allaient s'inquiéter, ce à quoi Monsieur Ours répondit « Dégage, tu n'es pas invité ». En partant, l'enfant dit à Monsieur Ours « Je vais appeler la police » et celui-ci se met à courir après lui. Clairement, il s'agissait d'une chaîne créée par une seule et unique personne, un tueur d'enfants, et la théorie se confirme au fur et à mesure de la creepypasta. Pendant un temps, l'histoire avait été postée sur Creepypasta from the Crypt, site français de creepypasta, mais ça a été supprimé, probablement car des updates avaient été postés, updates qui n'étaient pas du fait du créateur original de la creepypasta, mais de fanmade. Il y a notamment un fanmade très connu, la chaîne YouTube de Caledon Local 21, qui aujourd'hui est supprimée, mais qui contenait une vidéo montrant un épisode de Monsieur Ours, content de pouvoir rediffuser sa chaîne, mais cette fois-ci sur YouTube. Hello, children. It's been such a long time since we spent time together in the cellar, and I'm so glad to finally be back. Ouais, c'est glauque et ça fait partie des creepypastas les plus marquantes de l'histoire à mes yeux, avec une atmosphère vraiment particulière. Je vous invite à la lire en entier. Elle est vraiment marquante et vraiment, elle vaut le coup. Reverse Speech Theory. La théorie du discours inversé ou Reverse Speech Theory est une théorie émise par David John Oates, disant que toutes les 15 ou 20 secondes, quand on parle, on émet une autre information qui peut être entendue uniquement quand on inverse nos paroles. Concrètement, c'est un terme qu'on utilise pour parler des complotistes qui inversent des discours politiques et des chansons célèbres pour découvrir des messages cachés à l'intérieur. Ces trucs ont eu un vrai impact sur la manière dont on voyait les théories du complot et ça a été l'introduction pour les enfants aux théories du complot. Maintenant, les abysses, c'est terminé. Mais il y a encore un endroit où il faut aller. Ici, on va parler de choses qu'aucun enfant n'aurait dû regarder. Là, on va parler de choses vraiment sérieuses. J'ai censuré la plupart de des noms de ces vidéos pour pas que vous puissiez aller les voir. Si vous les avez vues dans votre enfance, vous le saurez. Sinon, vous n'aurez qu'une description superficielle parce que je ne veux pas être responsable de quelconque personne qui se met à regarder ces vidéos. Je ne suis pas responsable du moment où vous allez les regarder. Vraiment. Bienvenue dans le vide. Vidéo Necrophile Tortue Ninja. Je vais très vague avec cette vidéo, mais je peux montrer seulement genre une screenshot, voilà, pour que vous puissiez vous marrer, mais n'allez pas voir cette vidéo. C'est une vidéo de Tortue Ninja faisant des actes pas bien. Ça va plus loin que Necrophile, etc. Certes, la vidéo est cheap, mais la mise en scène me met vraiment mal à l'aise. Non. Voilà, non. 1000. Ok, là on touche à un sujet très grave et le titre de ce sujet a été complètement censuré. Concrètement, ce nom fait référence à une vidéo supposément maudite montrant un suicide réalisé par une personne avec un fusil. Beaucoup de gens pensaient que cette vidéo était fake, mais ce n'est pas le cas. Cette vidéo montre Gleb Korablev, un russe de 18 ans, qui s'est bel et bien suicidé ainsi. À la base, la vidéo durait plusieurs heures et montrait la dépouille de Gleb sur son canapé,
avant que la police ne le retrouve. La vidéo a été énormément repostée sur TikTok et ça a causé une controverse énorme, faisant les grands titres de journaux car le réseau n'arrivait pas à supprimer le nombre de gens qui la repostaient avec des bots. Bref, là on parle d'un truc qui traumatiserait n'importe qui et c'est horrible de penser que ça fera partie de l'enfance de pas mal de gens. Le Blue Challenge. Le Blue Challenge est une rumeur qui a beaucoup tourné il y a 5-6 ans autour de groupes Facebook qui faisaient des jeux à suicide. L'idée c'est qu'ils créaient une sorte de pacte avec un joueur qui devait chaque jour réaliser une chose. À chaque fois, ça allait de plus en plus loin dans l'intensité et la folie des choses qui étaient demandées à réaliser, tout simplement. Allant jusqu'à des actes extrêmes et très violents sur le corps, jusqu'à éventuellement, vers la fin du mois entier où il y a eu le Blue Whale Challenge, au suicide. Malheureusement, ce n'est qu'une théorie et il n'y a pas eu vraiment de preuves, si j'ai bien compris. Apparemment, certaines personnes sont vraiment tombées dans ce coup. Ce ne sera pas la première fois que des gens se suicident sur Internet à cause d'une pression de groupe. Mais là, c'est quand même une pression de groupe dans laquelle certaines personnes volontairement tombaient. Sad Satan. Sad Satan, c'est un jeu vidéo dont j'ai déjà pu parler dans une vidéo sur le Deep Web qui fait partie aussi des findings que j'aime le moins, qui apparemment aurait été un système pour des gens dans le Darknet pour transmettre de la pornographie et des informations à travers juste un jeu vidéo. Alors là, je vais me couper moi-même et revenir en voix off parce que je base mes recherches sur des recherches que j'ai faites il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, je n'étais pas au courant de certains détails de cette histoire. J'ai bien fait avant de placer Sad Satan si bas dans l'iceberg. Laissez-moi vous raconter de l'histoire de celui-ci. Le jeu a été popularisé par la chaîne Obscure Horror Corner en 2015. Le youtubeur en question prétendait l'avoir découvert sur le dark web de par un utilisateur du nom de ZK ou ZK, et que le jeu aurait servi à partager de la pornographie sur le darknet, mais qu'il n'y en avait pas dans le jeu néanmoins. Il a posté quelques playthroughs du jeu sur sa chaîne YouTube, et il s'agissait d'un jeu avec une ambiance très lourde et très particulière. Mais voilà, moi qui pensais que ce n'était que ça et que c'était donc évident comme Obscure Horror Corner avait une version différente de tout le monde du jeu, qu'il s'agissait d'un jeu créé par Obscure Horror Corner et qu'il n'y avait rien de plus que ça et qu'il ne s'agissait pas d'un jeu du Darknet, sachez que je me suis mis le doigt dans l'œil. Quelque temps après les vidéos d'Obscure Horror Corner, le jeu a été partagé par un gars prétendant être ZK sur 4chan, disant que la vraie version du jeu partagée par Obscure Horror Corner n'était pas la bonne. Cette fois-ci, le jeu était beaucoup plus extrême et semblait contenir un virus détruisant les ordinateurs, mais surtout, il contenait vraiment de la pornographie. Il y avait de vraies images de vidéos pornographiques dedans. En 2017, un homme au Texas, dans la ville de Lubbock, nommé Gary Graves, a été arrêté pour possession de pornographie infantile. Il avait une chaîne YouTube du nom de... Sur celle-ci, il y avait une vidéo du nom de Sad Satan. Cette chaîne YouTube peut être liée à un compte Reddit du nom de Cerberus ZK, qui a été créé 4 jours avant le post qui a été mis sur 4chan du clone du jeu, indiquant donc qu'il s'agirait peut-être, en effet, de ZK et le créateur du jeu qui a été posté sur 4chan. À partir du moment où Obscure Horror Corner a posté les vidéos du jeu, il n'a plus jamais posté le moindre vidéo sur sa chaîne YouTube. Sad Satan est un mystère beaucoup plus profond que ce à quoi je m'attendais, et il semblerait que son contenu illégal ait vraiment existé. Rotten. Rotten.com était un des premiers sites de gore d'Internet, et probablement le premier à avoir autant d'attractions. Il a été créé en 1997 et a été fermé en octobre 2017. Il montrait des images extrêmement gore, destinées à satisfaire la curiosité morbide des gens, avec de nombreux actes extrêmement violents, des suicides, des photographies d'autopsie, des malformations, des meurtres en tout genre, des blessures, et bref, à peu près n'importe quoi. Il y avait également un jeu sur le site qui s'appelait le Rotten Deadpool. Tout le site était pavé de ce genre de trucs choquants, et ça en a valu beaucoup de problèmes légaux, et sa fermeture donc en octobre 2017. Les vidéos One, il y en a plein, des vidéos comme ça, je vais même pas les citer, mais vous connaissez forcément Two Girls One Cup. Là en l'occurrence, je fais surtout référence à un cas, qui est une vidéo d'un tueur qui a beaucoup tourné
Le tueur s'agit de Luca Magnotta qui a tué quelqu'un en vidéo et cette vidéo tourne encore beaucoup sur les sites de gore alors que c'est une vidéo snuff littéralement. Celle-ci est très graphique et très vraie, très réelle, il n'y a rien de faux dedans. Et c'est un mec qui n'avait rien demandé qui est tué. Pornographie et fétichisme extrême sur YouTube. Sur YouTube, c'est très facile de trouver de la pornographie. J'ai été extrêmement surpris, il y a des manières très simples, mais aussi il y a des fétichismes extrêmes qui ne sont pas du tout régulés par la plateforme. Et notamment un YouTuber, il avait le fétiche de fumer, mais fumer énormément. On pouvait le voir fumer une cigarette, puis 2, puis 3, puis les fumer à travers un masque à gaz, puis ensuite faire des contraptions bizarres où il fumait le maximum de cigarettes en même temps. Quand le gars a commencé sa chaîne, on le voyait plutôt... Voilà, normal, il est un vieil homme simple qui fait des vidéos. Vers la fin de sa chaîne, on le voit, mais on dirait qu'il a vieilli de 20 ans. Et dans sa dernière vidéo, il dit qu'il revient d'un cancer et qu'il est toujours en train de fumer et que c'est bon, son cancer, ça s'est amélioré. Et ce sera la dernière vidéo qu'il postera avant de mourir. Il y en a d'autres, il y a notamment des sectes sur YouTube qui se propagent, que je ramène un peu à du fétichisme tout de même, notamment des sectes autour du sang. Et tout ça est assez facilement accessible et il est assez simple d'y amener des enfants très impressionnables pour les traumatiser. Et enfin... Voilà, donc là j'ai censuré tout le nom du site. Je vais juste donner le concept, hein, mais n'allez pas voir ce site. J'ai cru comprendre que des gens l'avaient vu, hein, c'était pas qu'une légende. Il existe encore, mais il y a des gens qui l'avaient vu à l'époque, hein, parce que c'était vraiment un challenge. C'est un site qui vous présente 20 vidéos, que vous devez finir à chaque fois une vidéo avant de passer à une autre, et c'est en gros pour voir votre seuil de tolérance. Les vidéos vont devenir de plus en plus des trucs horribles et sordides, vraiment. Il y a des trucs que tu ne peux pas ne pas voir dans ce truc. J'ai vu certaines de ces vidéos avant, j'ai vu des descriptions, etc. Et puis plus vous avancez, vous arrivez au climax, une vidéo dont je ne donnerai pas le nom, une vidéo filmée par des Russes tuant un SDF qui n'a rien demandé, de manière extrêmement graphique, avec un marteau. Ok. On va conclure. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Cette conclusion va être séparée en 2 parties. D'abord, on va analyser les mécaniques de pourquoi ces trucs ont traumatisé des enfants. Ensuite, on va se poser une question. Est-ce que c'est grave, tous ces trucs? Est-ce que ces vidéos qui nous ont terrifiés étant jeunes, est-ce que c'est une mauvaise chose? Commençons d'abord avec les mécaniques que j'ai pu voir le plus souvent et les thèmes qui revenaient souvent. D'abord, premièrement, et c'est vraiment étrange pour moi de le dire comme ça, mais Michael Jackson. Il apparaît genre 4 ou 5 fois dans le top et il aurait pu apparaître encore plus de fois. À la base, je voulais aussi rajouter le scandale de la autour de Michael Jackson, qui a beaucoup marqué. Moi, je me souviens que je pouvais pas dissocier Michael Jackson de ça, j'en entendais parler tout le temps, alors que j'étais vraiment ultra un enfant, quoi. Michael Jackson apparaît énormément de fois. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, il y a un trope, une mécanique qui revient tout le temps dans ces traumas de notre génération. Et ça, c'est un truc qui n'apparaît que avec YouTube, qui n'apparaît que sur Internet. Je pense que c'était beaucoup plus difficile d'avoir ça avant. Pervertir l'enfance. Alors, ça peut paraître particulier, mais mis à part de vite fait dans des rumeurs ou ton pote de classe insupportable, avant Internet, il y avait peu de gens qui pouvaient arriver, te sortir une vidéo ou une image de Mario se suicidant. Ça ait autant un impact. Ces trucs-là, c'est assez inédit à notre génération. Toutes les vidéos de « on va prendre un produit culturel et on va le rendre terrifiant », ça n'existait pas avant, sauf à la limite pour des rumeurs dans des jeux vidéo ou des rumeurs de trucs comme ça, d'épisodes cachés. Ça, à la limite, peut-être. Mais c'est un truc qui est assez lié à notre enfance, c'est prendre des produits culturels pour très jeunes enfants et les pervertir et rendre ça accessible de manière publique et massive. Mais par contre, s'il y a une chose que beaucoup de gens de la génération Y ou X ont pu voir qui est pareil, présent dans notre génération, c'est tous ces épisodes de dessins animés qui sont particulièrement plus terrifiants qu'un autre, ces moments dans des jeux vidéo où on est surpris, des screamers pas prévenus, etc., etc. Tous les trucs dont je vous ai parlé, ça fonctionne sur une même mécanique qui, selon moi, est une des mécaniques les plus universelles quand il s'agit de traumatiser quelqu'un d'impressionnable, la technique de l'appât. Tu vas amener quelqu'un sur des terrains qu'il pense
connu. Ces terrains sont un endroit de confort et du coup c'est un bon moyen pour attirer la personne. Et ensuite tu vas soit le pervertir, soit faire un changement drastique d'ambiance. Ça englobe donc les produits culturels pervertis, mais aussi les trucs dark sans prévenir, mais aussi tous les screamers dont c'est le concept principal. Prendre une image qui paraît familière, etc. et d'un coup, paf, changement d'ambiance. Bait and switch, les changements brutaux d'ambiance, go to si tu veux terrifier quelqu'un. Mais ensuite, il y a des choses qui ne sont pas explicables comme ça. Des vidéos comme I Feel Fantastic, des vidéos comme Blank Room Soup, des trucs comme ça. Des vidéos étranges, cachées sur YouTube, des jeux particuliers qui marquent. Mais quand on clique dessus, on sait à quoi s'attendre. On sait, la miniature est flippante et voilà. Ça, c'est la curiosité morbide, tout simplement. La curiosité morbide, l'attrait pour les choses paranormales, tout ça, le cacher, la personne va se blâmer elle-même. Pourquoi a-t-elle vu ces choses? Et ça m'amène à la deuxième partie. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Tous ces trucs-là, tous ces traumas. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir expérimenté autant de peur durant l'enfance? D'abord, je pense très sincèrement qu'il n'y a aucun intérêt dans les vidéos gore. Le shockumentary, les vidéos chocs, les vidéos réelles, horribles, etc. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt derrière ça. C'est des choses qui vont juste détruire la vie, non pas que d'enfants ou de jeunes adultes, mais qui va traumatiser quiconque les regarde. J'ai été surpris du nombre de gens qui sont venus me parler et me dire « Putain, j'ai vu des trucs que je n'oserais plus jamais voir » dans mes DM lorsque j'ai parlé éventuellement de faire une vidéo sur les films les plus extrêmes de l'histoire du cinéma. Chose que je ne vais pas faire, principalement pour les raisons que je vais dire ici. C'est du choc pour faire du choc qui ne porte aucun sens. Et si je trouve facilement du sens derrière des choses, les trucs comme ça, violents et dégueulasses, juste pour être violents et dégueulasses, je n'y vois aucun intérêt et aucun sens. Il y a une raison pour laquelle le premier truc que j'ai mis dans l'iceberg, c'est la mort de Bambi. C'est parce qu'il y a un débat éternel en France. Est-ce qu'on doit montrer à un enfant la mort de Bambi? La mort de Bambi, elle est particulièrement pratique. Elle représente bien ce mécanisme de bait and switch et de choses qui n'est pas prévenu du tout, qui devient dark d'un coup et auquel les enfants ne peuvent pas s'y attendre. C'est essentiel ce genre de truc. C'est essentiel. Parce que la question de la mort, par exemple, qui est amenée dans le truc de Bambi et qui est peut-être choquant pour un enfant, mais la question de la mort, il faudra bien un moment qu'elle soit traitée. Et autant faire en sorte que le trauma passe à travers des images d'un gentil fan super sympa et super sympathique qui après va se remettre de ce trauma, plutôt que par la mort d'un proche. Pareil avec énormément de sujets. Les sujets de la sexualité, du il faut les traiter, certes pas trop tôt, mais il faut les traiter quand même. Ici, dans l'iceberg, je vous ai présenté des trucs qui ont forgé de nombreuses personnes. Des trucs qui ont forgé, en tout cas pour moi c'est le cas, un amour pour les esthétiques étranges, creepy. Derrière tout ça, il y a vraiment des choses qu'on peut retenir, d'autres qu'on peut beaucoup moins retenir, particulièrement vers la toute fin de l'iceberg. Ouais. Ces trucs-là sont importants. Il faut faire juste attention à une chose, ne pas fétichiser le choc. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos. Ça a été un plaisir de fou à faire. À la prochaine. Et préparez-vous aux choses qui peuvent vous traumatiser.